vous allez bien. Alors écoutez, après les voyages littéraires et les conseils de lecture en espagnol, je continue sur ma lancée d'inaugurer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne avec celle-ci, puisque j'ai décidé de vous présenter des choses historiques ou culturelles sur l'Espagne ou l'Amérique latine, puisque si vous ne le savez pas encore, c'est un peu ma spécialité puisque j'ai fait 5 ans d'études de lettres et de culture hispanique. L'idée, c'est de vous présenter brièvement le sujet concerné et ensuite de vous proposer plusieurs lectures en lien qui vont aborder dans la mesure du possible différentes facettes de ce sujet et ensuite ce sera à vous de choisir ce qui vous intéressera le plus pour pouvoir approfondir. Pour inaugurer cette série de vidéos, j'ai décidé de vous parler de la dictature argentine. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas le sujet le plus foufou qui soit et le plus joyeux, mais c'est un vrai sujet qui est fondamental encore aujourd'hui parmi la population parce que ça a encore des répercussions et j'estime qu'on ne peut pas en fait s'intéresser à l'Argentine sans avoir conscience de cette partie de l'histoire du pays. Personnellement, je l'ai pas mal étudié pendant mes études et j'ai lu pas mal de livres dessus. Du coup, en fait, ça me paraissait tout à fait logique de commencer par ça. Alors, de façon synthétique et très brève, quand on parle de dictature argentine, de quoi on parle? Alors déjà, il faut savoir que l'Argentine, comme la plupart des pays d'Amérique latine, n'a pas connu une seule dictature, mais beaucoup, consécutives tout au long du XXe siècle. Et celle dont je vais vous parler, c'est celle qui s'est étendue de 1976 à 1983. Pourquoi celle-là et pas une autre? Tout simplement parce que c'est la dernière en date, et donc comme je vous le disais, elle a logiquement encore des répercussions parmi la population, puisque une grande partie des Argentins l'a connue. Une dictature, par principe, on le sait, c'est un régime très violent où aucune opposition n'est autorisée ni tolérée, donc toute personne qui n'est pas d'accord, généralement, est arrêtée, persécutée, tuée. En ça, la dictature argentine, elle est entrée parfaitement dans ce schéma-là. Mais elle s'est quand même démarquée par une violence assez extrême, puisque ceux qui sont arrivés au pouvoir ont décrété qu'il fallait tout simplement exterminer toute opposition qui était jugée beaucoup trop dangereuse pour le régime. Et il y a un système extrêmement bien rodé qui s'est mis en place, qui allait de l'enlèvement des opposants à leur séjour en centre de détention, qui se sont créés par centaines dans tout le pays, où ils étaient torturés pour obtenir toutes les informations nécessaires. Ensuite, ils étaient drogués, mis dans des avions et balancés, drogués mais encore vivants, dans le Rio de la Plata qui se jette dans l'océan Atlantique. Et comme ça, il n'y avait aucune trace. On estime qu'il y a 30 000 personnes qui ont disparu, donc probablement de cette façon, tout au long de la dictature. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nombre de familles argentines ont des disparus dans leur famille et ne savent toujours pas ce qui leur est arrivé. Et cette quête de vérité, depuis 40 ans, elle passe principalement par les mères et les grands-mères de la place de Mai, qui sont en fait tout simplement les mères de personnes disparues qui, dès 1977, sous la dictature, se sont mises à manifester de façon pacifique sur la place de Mai pour réclamer la vérité sur la disparition de leurs enfants. C'est ajouté à ça du coup les grands-mères de la place de Mai, puisque certaines jeunes filles qui ont été arrêtées étaient enceintes et on n'a jamais su ce qu'était devenu leur bébé. Et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que un grand nombre d'entre eux étaient nés en centre de détention, volés à la mère qui avait été tuée et donnés à des familles proches du régime. Et on estime qu'il y a 500 bébés qui ont été volés de cette façon. Actuellement il y a 119 d'entre eux qui ont été retrouvés. Mais je vous laisse faire le calcul du nombre d'enfants qui encore aujourd'hui vivent dans des familles qui finalement ne sont pas les leurs et qui ignorent tout de ça. Grâce à elle, il y a tout un travail de création de banques de données ADN nationales qui a été créé, qui a permis justement de retrouver certains bébés volés. Il y a aussi tout un travail de mémoire qui est mis en place pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et parallèlement à ça, il y a évidemment eu sur le plan politique les procès de certains bourreaux, à l'inverse des lois qui sont passées pour les protéger. Si vous voulez, au fur et à mesure des décennies, comme je vous l'ai dit, ça a continué d'agiter l'actualité et on en parle encore aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur la dictature. J'ai conscience évidemment que c'est très synthétique et très résumé, qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire dessus. Une vidéo entière ne suffirait pas, mais en tout cas j'espère que ça suffira à éveiller votre intérêt et que vous aurez envie de découvrir les 3 livres ou l'un des 3 livres que je vais vous présenter et qui abordent, comme je vous l'ai dit, chacun une thématique différente de la dictature. La première thématique que je vais aborder par rapport à cette dictature, c'est donc les mères et les grands-mères de la place de Mai.
vient la bande dessinée Vivole, Buenos Aires, Place de Mai de Mats et Mayalène Gust, désolée pour les prononciations, publiée chez Rue de Sèvres. C'est une BD qui va vraiment vous permettre de découvrir les bases de tout ça sans réellement approfondir. Donc c'est vrai que si c'est une thématique dont vous savez déjà beaucoup de choses, la BD ne vous apprendra rien. Mais si vous voulez découvrir et vous intéresser, cette BD sera vraiment parfaite. On va suivre en fait tout simplement un jeune homme qui va, via un test ADN, découvrir que ses parents ne sont pas ses parents et en creusant, apprendre que en fait, ses parents étaient des opposants politiques, ont été assassinés et il va donc entrer en contact avec les grands-mères de la place de Mai. Et il va y avoir à la fois ce côté trahison intime, personnelle, de se dire qu'en fait on nous ment depuis qu'on est né et que ce qui est arrivé à nos parents est horrible, et voilà, il y a toute une remise en question identitaire, et à côté on découvre justement le travail via tous les tests ADN de cette association, qui est aujourd'hui une association, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est clair, c'est bien expliqué, les dessins sont vraiment jolis, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, c'est relativement lumineux, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, ça vous permet d'approfondir un petit peu, mais sans entrer vraiment trop dans les détails. Je vais maintenant changer de thématique pour vous parler du quotidien des opposants politiques pendant la dictature avec Manège, petite histoire argentine de Laura Alcoba. Moi j'ai l'édition grand format chez Gallimard, mais depuis il est sorti en poche chez Folio. Et en fait Laura Alcoba, elle est née en Argentine en 1968 et en 1976, donc elle était petite fille, elle avait 8 ans, elle a été obligée de s'exiler en France pour échapper au régime, puisque ses parents étaient des opposants. Et dans Manège, elle va nous raconter à hauteur d'enfant ce qu'était sa vie lors des premiers mois de la dictature. Et c'est vraiment le fait que ce soit écrit à hauteur d'enfant, comme elle aurait pu l'écrire à l'époque, qui moi m'a complètement bouleversée. Ce livre, c'est vraiment un coup de cœur, parce que à la fois on voit qu'elle était suffisamment grande pour comprendre le danger, sentir que vraiment là il fallait pas rigoler, il fallait obéir, il fallait mentir, il fallait pas trop parler, il fallait faire attention à tout, enfin voilà. Et en même temps ça restait une petite fille qui comprenait quand même pas tout et qui commettait des gaffes. Et au milieu de tout ça, il y a vraiment un climat de tension qui s'installe et qui monte tout au long du livre. Et même si on sait elle s'est exilée, et puis pour qu'elle ait pu l'écrire, c'est qu'elle a survécu, mais il y a un gros point d'interrogation tout au long du livre sur ses parents, sur les proches qui gravitent autour d'eux. Et c'est vraiment un livre qui m'a énormément touchée et qui nous fait prendre conscience de ce qu'est la vie quotidienne durant une dictature quand on a décidé de résister. Voilà, il y a eu 2 suites à ce livre, Le bleu des abeilles et La danse de l'araignée, dans lesquelles elle va nous raconter, et là pour le coup, sa vie en France à son arrivée, d'abord en tant que petite fille, ensuite comme adolescente, avec ce bagage, le fait qu'elle parlait pas français, donc ensuite on ne parle pratiquement plus de la dictature, mais c'est vrai que c'est une trajectoire de vie qui moi m'a vraiment beaucoup intéressée et beaucoup plu. Je vais maintenant partir dans une thématique plus sombre avec Hadès Argentine de Daniel Laudel, je ne sais pas comment ça se prononce, j'en suis désolée, publié aux éditions La Croisée, qui est sorti à la rentrée littéraire l'année dernière, et je vous l'avais d'ailleurs présenté dans ma vidéo, et je crois qu'il a reçu 1 ou 2 prix depuis. En tout cas, je l'avais évidemment repéré, parce que moi, dès qu'il s'agit d'Espagne ou d'Amérique latine, j'ai un vrai petit radar. Donc dans ce roman, Daniel Laudel il va rendre hommage à son histoire familiale, et notamment à alors je sais plus si c'est sa sœur ou sa demi-sœur, Isabelle, qui a disparu pendant la dictature et qui donc fait partie de ces 30 000 disparus justement dont je vous parlais. Dans ce roman, on va suivre Thomas Oleya qui a fui la dictature en 1976, et quand ça commence, on est en 86, 10 ans plus tard. Il vit aux États-Unis, il se fait appeler Thomas Shore, il a complètement mis sa vie argentine derrière lui. Et il reçoit le coup de téléphone de la mère de son premier amour qui est mourante. Et alors qu'il n'avait jamais voulu retourner en Argentine, il sent au fond de lui que c'est le moment, il doit y aller. Et à partir de là, il va retourner évidemment sur les lieux qu'il a quittés 10 ans plus tôt, et il va devoir se confronter à son passé, à ses démons et à ses cauchemars qui le hantent depuis 10 ans.
On va donc découvrir ce qu'il s'est passé au fur et à mesure avec... en fait, c'est même pas des flashbacks continus, c'est qu'on va plonger en 76 et on va découvrir petit à petit son histoire. La trame narrative est assez particulière puisque à un moment donné, via un cimetière, il va, de façon un peu fantasmagorique, je sais pas comment expliquer, basculer dans l'au-delà, d'où le côté Hadès Argentine, et il va discuter, enfin rencontrer certaines personnes qui ne sont plus là, et revivre avec elles ses souvenirs, certaines scènes, savoir qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'il aurait dû changer ou pas. Et parfois on ne sait même plus trop où on est, si on est dans un souvenir vraiment, si on est dans un souvenir via l'au-delà. C'est un petit peu flou, mais même si c'est un peu perturbant et déconcertant, c'est fait exprès pour montrer un peu cette bascule du cerveau quand on a connu et été victime de choses vraiment atroces, pour aborder toute cette thématique aussi du traumatisme. Donc j'ai trouvé ça pour un premier roman vraiment bien fait, enfin c'est original en tout cas. Et puis ça va aborder aussi le sujet des centres de détention dont je vous ai parlé, dans lesquels les opposants étaient amenés et torturés. Et c'est une thématique que moi j'ai rarement vue en fait dans les romans qui abordent la dictature. Et alors quand je dis que c'est sombre, c'est pas gore ni rien, hein, mais voilà, c'est dur, voilà, c'est dur, c'est sombre. Et on va aussi partir dans tout ce côté, comment l'être humain peut être amené à faire ça, comment une personne qui a l'air bien sous tout rapport peut commettre de telles atrocités. Enfin, va vraiment y avoir plusieurs questionnements en fait au sein de ce roman, et je trouve que ça ouvre la porte en fait à plein de choses, même si ça n'apporte pas de réponse. Et on peut du coup après partir sur d'autres lectures sur la dictature, sur d'autres dictatures même. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne vous cache pas que le début, les 100 premières pages, c'est assez long. Je trouve que même si c'est fait pour mettre en place les personnages et tout ça, ça aurait pu être un petit peu accéléré, mais une fois que la dictature s'installe, là vraiment, je trouve que le rythme prend. Il y a un petit peu trop quand même de réflexion, vu qu'on est tout le temps dans la tête de Thomas, mais bon, voilà, c'est pas un roman qui est parfait, mais je trouve que c'est un roman qui change par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur la dictature, et du coup ça me paraissait très important de vous le présenter. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur la dictature argentine. J'ai vraiment essayé de vous présenter 3 livres complètement différents qui abordent des thématiques de la dictature complètement différentes pour vous permettre d'avoir vraiment un panorama et vous donner envie de découvrir différentes choses. J'espère que j'aurai réussi et que vous aurez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas du coup à me dire si certains livres vous tentent et s'il y a des thématiques d'Espagne ou d'Amérique latine, des sujets que vous aimeriez que j'aborde pour que vous puissiez découvrir d'autres livres. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!